Trop faible pour se relever, déshydraté, ce veau est condamné à mourir. Au nord de l'Afrique du Sud, le lac artificiel de Molatedi est vide à 95%. Le peu d'herbe qui reste ne permet pas de nourrir le bétail, et les éleveurs retrouvent tous les jours des carcasses. McDonald n'a pas d'autre choix que de les faire bouillir pour ses chiens. Cette vache n'avait plus d'énergie à cause de la sécheresse. Et quand elle a voulu boire dans le lac, elle s'est retrouvée coincée dans la boue. L'Afrique du Sud connaît sa pire sécheresse depuis plus de 30 ans. Dans cette région reculée, la saison des pluies n'est pas venue depuis plusieurs années. Beaucoup d'éleveurs préfèrent vendre leur bétail avant qu'il ne soit trop tard. Molemi résiste encore, tant qu'il a les moyens d'acheter de la nourriture pour ses vaches. D'habitude, nous leur donnons du tourteau jusqu'à la saison des pluies. Mais là, on va devoir continuer beaucoup plus longtemps, parce que vous voyez, il n'y a plus d'herbe, il n'y a rien dedans. Même si les vaches broutent, ça ne les nourrit pas. Un peu plus au sud, les grandes exploitations agricoles souffrent aussi. Riquier laboure ses champs dans l'espoir de pouvoir bientôt planter. Il a un système d'irrigation, mais il ne peut pas s'en servir. Les sous-sols sont trop à sec. If it was normal, I was supposed to be planting maize now. Normalement, je devrais planter du maïs en ce moment, avec l'irrigation. Et comme il ne pleut pas, je ne peux rien faire. Je dois attendre. I can't do nothing. I must wait. La dernière saison a déjà été marquée par de mauvaises récoltes, et la sécheresse menace celle à venir. Les prix risquent de monter, et les conséquences pourraient être dramatiques pour toute l'Afrique australe. Nous envisageons le scénario où nous allons devoir importer et où nous n'aurons pas de stock suffisant pour exporter. Nos voisins nous achètent du maïs d'habitude, mais ce ne sera pas possible. Il faudra que les importations viennent d'ailleurs dans le monde. Les guérisseurs traditionnels sillonnent les villages de la province du Nord-Ouest, la plus touchée du pays, pour prier avec les fermiers qui attendent désespérément la pluie. Mais selon certains météorologues, les averses pourraient ne tomber qu'en mars 2016. Des cours de conjugaison, de maths ou encore des dictées. À l'académie Lighthouse Grace de Kawangware, une banlieue populaire de Nairobi, les élèves ont troqué leurs cahiers contre des tablettes numériques. Une opportunité pour les enfants de découvrir les nouvelles technologies auxquelles ils n'ont habituellement pas accès. C'est amusant. Je n'ai plus besoin d'écrire. Je regarde une vidéo et j'écoute l'histoire. C'est génial. La tablette est un élément du KioKit, un ensemble d'outils numériques développé par une société kenyane Brick. Il y a 2 ans, ce hub technologique a créé un modem qui fonctionne comme borne Wi-Fi. Cette brique transforme un signal 3G en hotspot. Chaque kit est composé de 40 tablettes, un modem et un serveur Linux qui permet de stocker du contenu éducatif. Joséphine Bok est institutrice depuis 12 ans. Elle a complètement changé son enseignement. Dans le KioKit, il y a des histoires, des jeux d'orthographe, des jeux d'écriture. Ils apprennent les lettres, il y a des questions et à la fin, il y a une conclusion pour le prof et les élèves. Les enfants sont heureux quand ils l'utilisent. Tout est conçu pour répondre à des problèmes kényans. Les coupures de courant et les problèmes de connexion sont fréquents. L'entreprise a trouvé des solutions adaptées pour faire face à ces réalités. Les tablettes et le brick fonctionnent en symbiose. Le tout est fabriqué dans un plastique très solide et étanche et fait office de station de chargement sans fil. Des solutions qui ont un coût. Les écoles doivent débourser $5000 par kit. Nous ne pensons pas que ce soit hors d'atteinte des écoles publiques que de dépenser $5000 pour offrir un accès à environ 400 enfants. Nous voyons ce kit passer d'une classe à l'autre toute la journée, toute la semaine être échangé par les enfants qui ont ainsi un accès à du contenu et des manuels scolaires auxquels ils n'auraient jamais eu accès sinon. Pour l'instant, seules 5 écoles primaires utilisent le KioKit lancé en septembre, mais Brick affirme avoir déjà 300 précommandes et ils espèrent pouvoir en produire des milliers chaque mois d'ici l'an prochain.
À une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Bamako, le village de Kodjan se vide de sa jeunesse. En quête d'une vie meilleure, les jeunes prennent la route de l'Europe. Après la saison de pluie, les jeunes sont obligés à partir, de tenter leur chance ailleurs, parce que uniquement les matériels sont insuffisants, l'eau ne tombe plus comme il le faut. C'est ce qui pousse les jeunes à partir dans l'exode rural. Dans chaque famille, on compte au moins 3 jeunes qui ont pris le chemin de l'exil. Pour financer le voyage de son frère, les parents de chacun ont vendu leur unique bœuf, dans l'espoir que leur fils rejoigne l'Eldorado, de l'autre côté de la Méditerranée. Mon frère a passé 2 années épuisantes sur la route. Dieu merci, il a pu rentrer en Espagne. Ce jour-là, au village, on n'avait même plus de quoi manger. Il nous a beaucoup aidés par la suite, que ce soit pour la nourriture, la construction, et même quand le père est tombé malade, il nous a beaucoup assistés. Sans son aide, le père serait mort. Mais d'autres ont connu des destins plus tragiques. Djeneba alerte dans son émission de radio les auditeurs sur les dangers de l'immigration clandestine. Un message de sensibilisation qui reste souvent vain. Même les jeunes qui sont d'ici même, il y en a plein qui sont morts sur la route. Même moi-même, j'ai un grand frère qui est décédé. Le bateau est tombé dans l'eau entre le Maroc et l'Espagne. Il a perdu sa vie. Mais avec tout ça, il y a des frères qui sont partis après tout ça. C'est le cas d'Aruna, récemment rentré de Libye. Au milieu des champs, il compte déjà reprendre la route. Pour les habitants de Kodjan, il faudrait qu'un véritable tissu économique s'établisse dans la région pour que les enfants de Kodjan renoncent à partir, bien trop souvent au péril de leur vie. Un scénario quotidien pour ces gardes-côtes libyens, une virée en mer pour arrêter une embarcation de migrants ou récupérer les corps des noyés. Chaque jour, un défi pour contrôler plus de 1500 km de côte avec trop peu de moyens. Nous avons assez de membres, mais nos ressources sont limitées. Pour l'instant, nous n'avons que 2 bateaux. 2 bateaux pour faire face aux centaines de migrants qui tentent le départ chaque semaine. Rachid avait payé les passeurs près de 1400 € pour rejoindre l'Italie. Désormais, il est enfermé dans ce centre de rétention, comme 5000 autres personnes dans la capitale libyenne. Des gens en Italie m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient arrivés sains et saufs et que nous pouvions entrer en Italie. La Libye est dans une situation proche de la guerre civile depuis 2011, avec 2 gouvernements opposés. Et l'organe de lutte contre l'immigration clandestine, l'OLIC, fait face à des réseaux de passeurs de plus en plus puissants. La majorité des gens responsables de la contrebande sont des Éthiopiens, des Somaliens et des Soudanais. Ils font partie de gangs qui ont un très haut niveau de coordination. À Tripoli, l'OLIC ne dispose que d'un seul minibus de 24 places pour transporter les centaines de migrants vers les centres de rétention. Il disposait également d'une ambulance, aujourd'hui en panne, touchée par des coups de feu. Une matinée ordinaire dans ce lycée de Pennsylvanie, quand soudain, un tireur fait irruption dans le bâtiment. Aujourd'hui, ce n'est heureusement qu'un exercice pour préparer ses enseignants en cas d'attaque. Barricader la porte, neutraliser le tireur, des gestes qui peuvent faire la différence. Plus nous pouvons empêcher une personne de rentrer dans cette pièce, plus elle sera susceptible d'abandonner et de chercher notre cible, car elle sait que son temps est compté, sachant que les policiers sont en chemin. Pour ces enseignants, le but est ensuite de préparer leurs élèves au pire. Une formation particulièrement importante pour les tout-petits, selon certains instituteurs. C'est difficile quand ils sont vraiment jeunes, car ils sont un peu perdus, ils sont séparés de leurs parents pour la première fois, et on leur dit « Vous devez vous préparer en cas d'attaque par un tireur, mais il faut qu'ils soient prêts. » C'est un ex-policier qui a imaginé ce programme après le massacre de Columbine en 1999. La formation est devenue encore plus d'actualité depuis la tuerie à l'école primaire de Sandy Hook en 2012, où 27 personnes sont mortes, pour la plupart des enfants. En tant qu'enseignants, non seulement nous devons instruire nos enfants, mais nous devons les préparer au pire, ce qui n'était pas le cas il y a 25 ans. Je ne sais pas, c'est un peu triste quand même.
Ce programme aurait déjà formé plus d'1 million de personnes à réagir face à un homme armé, un nombre qui devrait continuer à grandir, car si Barack Obama a bien essayé de légiférer, le Congrès a jusque-là tué dans l'œuf toute réforme sur les armes à feu.